Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bonjour à tous, bienvenue sur Projet Libre. Aujourd'hui, j'ai un nouvel invité que je suis depuis quelques mois. Je suis tombé sur son travail, sur le contenu qui produit un peu par hasard. Et j'ai beaucoup aimé. Et avec le temps, j'ai eu pas mal de questions. Je l'ai contacté. Il a gentiment accepté de faire une interview avec moi. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Nico, qui est le créateur du contenu d'une chaîne YouTube et d'un podcast qui s'appelle The Linux Experiment. Donc Nico, écoute, c'est un vrai grand plaisir pour moi de t'accueillir sur le podcast. J'espère que tu vas bien pour commencer. Oui, tout va bien, bien installé en France, en Bretagne, il fait pas beau comme d'habitude, c'est parfait. Voilà, en fait, quand j'ai commencé à écouter le podcast, à un moment, je me suis dit mais je reconnaîtrais quand même pas une toute petite pointe d'accent français. Puis après, j'ai regardé, j'ai vu que t'étais en Bretagne, je me suis dit oui. Je vais le contacter. Et oui, français, mais j'ai choisi de faire les vidéos plutôt en anglais parce que Linux étant un sujet, on va dire de niche quand même, en règle générale, Linux et le logiciel libre, ça reste un sujet de niche sur tout ce qui est YouTube et vidéo. Et donc pour avoir un tout petit peu plus de chances de toucher du monde, je l'ai fait en anglais. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous décrire un peu ton parcours, ou d'où tu viens en fait ? Moi, je suis à la base plutôt chef de projet MOA, donc j'ai commencé en 2011. J'ai une douzaine d'années d'expérience là-dedans, où j'ai fait de la gestion de projet pour des grosses boîtes et ou des startups, notamment Nexity, Bien Ici, qui est un portail d'annonces immobilières que j'ai plus ou moins monté avec d'autres comme camarades. Et puis voilà, donc gestion de projet, gestion des relations avec les développeurs, etc. Je suis pas développeur, j'ai un background un peu technique, mais comme je dis souvent, je suis capable de lire du code, mais pas d'en écrire. C'est un peu ça le truc. Donc, je suis pas un dev. Après Linux, je me suis frotté à ça. Ça devait être en 2006 ou 2007. Parce que j'avais un ordi portable tout pourri que je venais d'acheter et qui tournait très mal même avec Windows XP. J'ai voulu voir ce que je pouvais trouver comme alternative et je suis tombé sur Ubuntu à l'époque. Et à force de bidouiller dessus, je suis resté accroché à ça et j'ai continué à utiliser Linux. J'ai découvert tout ce qui était logiciel libre à travers ça. Et puis je suis resté vraiment coincé là-dessus. Ça a toujours été un truc que je trouve super intéressant et qu'en plus du coup j'ai été appelé à utiliser beaucoup dans mon boulot, puisque quand tu bosses avec des développeurs, en général tu bosses aussi avec beaucoup de logiciels libres dessus. Quand on écoute tes vidéos ou tes podcasts, c'est des sujets techniques, très techniques. On parle de Wayland, on parle des drivers nouveaux, on parle du kernel, on parle de beaucoup de choses. Et en fait, sur ton profil LinkedIn, je voyais qu'effectivement, tu avais plutôt un profil à la base chef de projet fonctionnel. Donc en fait, j'étais vraiment curieux de savoir un peu par où tu étais passé un peu pour partir je connais un peu techniquement le truc, j'installe et puis finalement, je rentre un peu plus profondément dedans parce que quand même là, tes vidéos, c'est quand même assez technique, hein. Ça a été surtout à force d'expérimentation, en fait. Déjà, le fait de faire ces vidéos m'apprend beaucoup sur chacun de ces trucs-là. Quand je fais une vidéo qui parle de Wayland, je suis bien obligé de m'éduquer moi-même sur le truc, parce que même si avant de commencer à en parler, j'en avais une compréhension de surface, mais plus j'avançais et plus j'étais obligé de me renseigner sur le sujet, comment c'est tourné, comment ça s'architecture, surtout parce que en fait quand tu fais des vidéos sur un truc que tu maîtrises pas totalement au début, tu fais des erreurs, donc les gens te font remarquer tes erreurs, parfois gentiment, parfois un peu moins. Et puis t'apprends petit à petit à jouer avec ça et tu te formes du coup sur beaucoup de sujets différents. Je dirais pas que j'ai une compréhension complète et parfaite de Linux, du noyau et de tout ce qu'il y a autour, clairement pas, mais disons que j'ai une idée solide de comment ça s'architecture, comment les choses se branchent et tout, mais j'en apprends encore tous les jours là-dessus. C'est pas parce que je présente les choses que je maîtrise l'intégralité de tous les domaines liés à ça en général. C'est aussi pour ça, je pense, que mes vidéos sont abordables. En tout cas, j'espère. il y a deux facettes. C'est le fait que je suis pas anglophone nativement. Je parle en anglais, mais c'est pas ma langue maternelle. Donc, je me restreins à faire des phrases pas trop compliquées pour être sûr qu'elles soient à peu près correctes. Ça rend le truc plus lisible. Et puis, il y a aussi le fait que, n'étant pas moi-même un développeur ou un expert dans ces sujets-là, je suis bien obligé d'essayer de trouver une manière de simplifier les choses pour les présenter. Donc, après, oui, c'est plus en termes d'expérimentation, d'utilisation, à force de rencontrer des problèmes, des bugs, de les résoudre, que j'ai appris à comment ça marchait, quoi. Avant qu'on rentre un peu sur The Linux Experiment, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu ton statut actuel, en fait ? Quel est ton métier maintenant ?
Mon métier, c'est youtubeur. Du coup, j'ai une entreprise individuelle que je gère depuis. Je l'ai créée en auto-entreprise il y a 2 ans et demi, un truc comme ça, quand YouTube a commencé à rapporter un peu de sous. Oui, non, il y a plus que ça, il y a 3-4 ans. Et puis, parce que forcément, faut bien déclarer tout ça à l'URSSAF, hein, sinon ils sont pas contents. Et depuis, ça a évolué en entreprise individuelle. Et voilà, donc je fais ça à temps plein, 3 vidéos par semaine, la plupart des semaines, sinon c'est 2. Et j'arrive à en vivre correctement. C'est pas forcément un sujet que j'ai vu énormément traité dans le logiciel libre et encore plus dans la sphère francophone de tout ça, en fait, d'être créateur de contenu, ce que ça veut dire. Il y a d'autres personnes qui font aussi des lives sur Twitch, des choses assez intéressantes. C'est des sujets aussi qui m'intéressaient vraiment de traiter parce que ça fait partie intégrante de la sphère du logiciel libre, quoi, les gens qui en parlent, etc. Et donc, pour commencer à rentrer un peu plus dans le sujet, qu'est-ce qui a fait que tu as créé ce projet de Linux Experiment? Le point de départ, c'était vraiment juste parce que je m'ennuyais. Je venais de quitter Paris, divorcer et revenir à Brest avec pas grand-chose à mon nom. Pas trop de sous, pas trop de hobbies, pas trop de potes dispo parce que ça faisait longtemps que je leur avais pas parlé, ceux que je connaissais à Brest. Du coup, je m'emmerdais, donc j'ai décidé d'essayer d'apprendre quelque chose. Je me suis décidé sur du montage vidéo et n'ayant pas de caméra ou de trucs comme ça, je me suis dit, t'as qu'à parler d'informatique et je me suis dit, pourquoi pas Linux, puisque c'est un truc que tu connais un peu, pourquoi pas essayer de faire en sorte que les gens découvrent ça et apprennent ça. Donc j'ai commencé à m'amuser, à bidouiller des trucs, et puis je me suis dit, quitte à essayer d'apprendre, autant le publier sur Internet pour avoir du feedback, c'est ce que j'ai fait, et au final, comme les gens avaient l'air plutôt satisfaits, ou en tout cas étaient assez enthousiastes et contents de ce que je produisais, j'ai continué, tout simplement. Mais c'était un heureux accident, on va dire. Il n'y avait pas de plan, de truc. Je me suis pas dit, dans 2 ans, je veux avoir tant d'abonnés, tant de machins. J'ai d'ailleurs continué à bosser jusqu'à l'année dernière, en plus de faire les vidéos. Je me suis vraiment mis à temps plein sur YouTube que depuis, je crois que c'était mai 2022. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant, mais avant je cumulais ça avec un boulot classique. Les premières vidéos que j'ai retrouvées sur ta chaîne, c'était à peu près il y a 5 ans. Ça correspond à peu près à ça, c'est ça, ouais. Début, ça devait être février 2018, je pense, un truc comme ça, les premières, ouais. Il y a 5 ans, qu'est-ce qu'il y a un peu sur YouTube en termes justement de vulgarisation autour du logiciel libre francophone ou anglophone? Qu'est-ce qu'il y a un peu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu inspiré pour faire ta chaîne, ou est-ce que tu as finalement fait le truc exactement comme tu voulais? Comment ça s'est passé à l'époque? Ouais, j'ai fait plutôt comme je voulais. Après, il y a 5 ans, le paysage était pas vraiment le même. Il y avait pas grand-chose sur Linux, sur le logiciel libre peut-être plus, mais sur Linux pas grand-chose. Et ce qu'il y avait, c'était soit très orienté développeur, sysadmin, gestion de serveur, etc. Donc vraiment très ligne de commande. Soit c'était des tests de distro où les gens se filmaient pendant 1h30 avec leur tête dans le coin en bas à droite, pas de coupe, pas de montage en fait du tout, et des trucs qui étaient difficiles à regarder personnellement, je trouve, qui étaient lents, longs et pas palpitant, quoi, hein. Tu restais 10 minutes et t'en avais marre d'entendre la personne te dire que le fond d'écran était sympa ou que le thème était cool. C'était pas concis, c'était pas travaillé. En tout cas, si ça existait, j'étais pas tombé dessus. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même moyen de faire un truc plus sympa. Et comme mon but c'était d'apprendre le montage vidéo, pas juste me filmer et faire du screencast, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer de faire des trucs peut-être un peu plus concis, écrits, avec un script, avec un vrai travail sur comment tu présentes les choses, comment tu les structures. Et du coup, une fois que tu as fait un script, tu es bien obligé de structurer ton montage autour. Donc, je voulais faire des trucs concis et clairs, et où t'es pas obligé de passer 1h30 et de faire des sauts de puce de 10 secondes, toutes les 10 secondes dans la vidéo pour comprendre ce que tu regardes. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes super quali. Il y en a même des bien meilleures que la mienne qui font des trucs super et qui couvrent un peu tous les aspects. Donc, ça a beaucoup changé depuis. Mais en tout cas, quand j'ai commencé, c'était un peu l'image que j'en avais, quoi. En fait, en gros, ton objectif, c'était apprendre le montage vidéo, et puis c'était faire un truc cool parce que tu t'ennuyais un peu, mais t'avais pas un plan de départ sur ce que tu voulais faire. Non, c'était pas je vais enfin éduquer tout le monde sur Linux et le logiciel libre, tout le monde va découvrir ça va être super. C'était vraiment, je vais bidouiller mon truc dans mon coin, si les gens regardent, au moins j'aurai du feedback, et si les gens regardent pas, écoute, je trouverai autre chose à faire, et puis tant pis, ou je continuerai à m'amuser avec différents projets comme ça. Si personne les regarde, c'est pas gênant. Moi, je t'ai découvert à travers le podcast parce que je suis un très gros consommateur de podcasts, mais en fait, t'as commencé par YouTube, en fait, finalement. Ouais, le podcast, je l'ai rajouté il y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ça devait être en tout début d'année 2023, je pense. Ah oui? Ouais, il a démarré, je crois, cette année en janvier. Comme je fais une fois par semaine une vidéo d'actu, justement, il y avait pas mal de monde qui me demandait s'il y avait moyen d'en faire une version audio.
Mais pour moi, faire une version audio de la vidéo texto telle quelle, je trouvais pas ça très intéressant. La vidéo, elle est volontairement courte, 15 minutes. J'ignore certains sujets que j'ai pu déjà remonter, mais je les enlève de la vidéo parce que ça serait trop long et c'est pas pertinent. Et du coup, j'ai fait un podcast audio un peu plus conséquent, de plutôt 45 minutes, où je traite un peu plus de sujets et souvent un peu plus en détail, surtout avec plus d'opinion, on va dire, dans le podcast que dans la vidéo. Le podcast est un peu moins neutre en termes d'opinion et de ce que je raconte. Ça a vraiment été un truc parce que les gens l'ont demandé et j'ai dit, bah tu sais quoi, pourquoi pas finalement, une fois que t'as écrit ton script complet, les morceaux que t'enlèves pour la vidéo, bah autant les garder pour enregistrer quelque chose avec, quoi. Mais j'ai commencé par YouTube et le podcast est venu après, ouais. Est-ce que les formats de tes vidéos sur YouTube, ils ont évolué avec le temps ? C'était plutôt plus court. J'ai commencé plutôt entre 5 et 8 minutes et les premières vidéos étaient pas vraiment scriptées. J'avais des bullet points un peu là, une liste de trucs que je voulais traiter, mais j'avais pas forcément écrit le script. Le format a pas mal bougé. Bah déjà, je montrais pas ma tête non plus sur au moins les 2 premières années, je pense, sauf dans des trucs un peu vlog que j'ai fait par-ci par-là, mais sinon je montrais pas ma tête. Là, c'était le format, une de mes questions après. Ouais, ça a plus bougé dans ce sens-là. Bah, c'était plus dans l'idée de dynamiser, de personnaliser le truc en fait. Je me dis quand ça fait 2 ans que tu regardes quelqu'un, tu te demandes à quoi il ressemble et puis t'as envie de mettre un peu de personnalité, un peu de vanne, un peu de truc. Donc petit à petit, j'ai été on va pas dire de moins en moins sérieux parce que je trouve que les vidéos restent quand même assez sérieuses, mais j'ai rajouté une petite touche d'humour par-ci par-là pour dédramatiser un peu le truc et que ça soit moins pesant. Et puis j'ai rajouté moi en fait dans la vidéo, on me voit, il y a pas que ma voix, il y a ma tronche aussi, et je trouve que ça donne une petite patte, tu sais qui tu regardes, c'est pas juste une voix incorporelle. Autant pour un podcast, c'est normal, t'as pas de vidéo, mais pour une vidéo, je trouve ça plus intéressant quand même de voir la personne. Et puis c'était aussi par praticité parce que il y a des côtés, il y a des trucs que tu veux raconter, mais t'as pas forcément de plan d'illustration à mettre par-dessus. Et du coup, c'est plus simple de mettre ta tête plutôt que de passer 4 heures à essayer de trouver un truc qui peut couvrir alors qu'il y a pas de raison, quoi. Ça te demande aussi de faire un studio, ça te demande, ça a rajouté un peu de boulot. Ouais, c'est une grande question dans les podcasts, par exemple. Typiquement, il y a une des bonnes pratiques qui est de dire voilà, si tu fais un podcast, mets ta tête sur la fiche du podcast, par exemple. Oui. Quand t'as commencé dans les premiers mois, on va dire, ça a été quoi la réception en fait? Ça a été, je suppose, assez positif pour que ça donne envie de continuer. Qui c'est qui t'a contacté au départ, en fait? Quel type de personne? Moi, ce qui m'a vraiment boosté pour le truc, c'est quand j'ai commencé à parler quand j'ai fait une review, je crois que ça devait être Elementary OS 5, un truc comme ça. C'était une des premières vidéos que j'ai faites, parce qu'en fait, quand j'ai commencé la chaîne, c'était un peu en mode, tiens, je vais faire un guide pour les gens qui utilisent Elementary OS, ou pour expliquer ce que c'est qu'Elementary OS, puisque c'était la distro que j'utilisais. Et donc, ils ont sorti une nouvelle version, j'ai fait une review dessus, et à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont contacté dans les commentaires de la vidéo pour me dire l'équipe Elementary a partagé ta vidéo sur Twitter, c'est vachement cool. Et du coup, à ce moment-là, j'avais pas de compte Twitter, donc j'en ai créé un qui a disparu depuis. Enfin, il est toujours là, mais il est plus actif du coup, avec les changements qu'on connaît. Mais en tout cas, je suis allé leur répondre, et puis ça, je sais pas, ça m'a lancé un peu dans la dynamique de, en fait, tu peux aussi interagir avec la communauté, t'es pas obligé juste de faire des vidéos dans ton coin et d'attendre les commentaires. Donc ça a été un peu le déclencheur. Après, des commentaires négatifs, il y en a toujours, hein, des gens qui te disent c'est trop superficiel ton truc, tu parles pas assez dans le détail, ou encore un mec qui est pas technique et qui connaît rien, qui va venir nous expliquer que le fond d'écran il est joli. T'as toujours des gens pour qui Linux c'est censé être complexe, ligne de commande, et tout ce qui est graphique, il y a même pas besoin d'en parler, on s'en fout. Et puis après, t'as plein de gens qui au contraire sont très enthousiastes sur le côté enfin on parle un peu des problèmes d'usabilité, du X et de machin, et qui étaient contents avec ça. Donc c'est un peu l'axe que j'ai pris derrière sur la chaîne, c'est d'utiliser un peu mon expérience professionnelle pour créer des interfaces pour des sites web, pour du logiciel, pour des applis mobiles. Ça a été mon boulot pendant 12 ans, et d'essayer d'appliquer ça à ce qu'on a aujourd'hui sur Linux en disant finalement, est-ce que notre interface, si tu la prends d'un œil nouveau et que tu la connais pas, ou nos interfaces parce qu'on en a plein, ou même pour du logiciel, si tu y accèdes d'un œil nouveau, tu connais rien et t'as jamais utilisé ça, est-ce qu'en fait c'est propre ou est-ce qu'en fait c'est un bordel et tu comprends rien, quoi. C'est un peu devenu l'angle d'attaque finalement de chaque vidéo que je fais, c'est en termes d'usabilité, de compréhension et de simplicité pour les utilisateurs. Ce que j'aime bien, c'est que tu donnes ton avis et t'as parfois des avis très tranchés, et je trouve ça assez sympa. Parce que justement, en fait, c'est bien de voir que le créateur, il a son avis, il n'hésite pas à le donner. Enfin, moi, je trouve ça en tout cas très cool. J'aime bien les petites piques sur Windows ou les petites piques sur Ubuntu, etc., qui donnent envie, en fait, derrière de creuser pour essayer de comprendre plus quelles sont les problématiques. Et c'est un peu ça le côté personnalisation aussi. Au début, c'est vrai que j'avais tendance à être très neutre. Ça fait peur ou pas de donner son avis? Ouais, carrément. Oui, parce que tu connais Internet, tu sais que les gens, quand ils ont un masque d'anonymat, peuvent être absolument odieux et abominables
voire complètement con, hein, faut être honnête. Moi, la critique me fait pas peur parce que bah voilà, c'est naturel. Tu fais quelque chose, ça peut pas plaire à tout le monde. Et une critique constructive, c'est toujours intéressant. J'ai sorti des vidéos qui étaient pas bien finies, pas bien propres, où les critiques qu'on m'a faites étaient très constructives et ça m'a permis de faire des vidéos mieux derrière. C'est même arrivé récemment avec ma vidéo sur les distributions immutables, qui sont où bah ouais, j'ai pas fait le taf complètement, j'ai pas été super au point sur tout le truc. Et les remarques qu'on m'a faites, bah je les applique aux vidéos qui viennent après pour pas être aussi vague que ce que j'ai pu être, donc c'est super. Par contre, des commentaires presque injurieux, insultants, qui renient l'intégralité de ton expérience et de ton opinion comme étant non valide parce que eux ils marchent pas comme ça, bah ça c'est poubelle directe et puis t'apprends à faire abstraction. Mais au début, oui, ça fait peur parce que quand tu commences à donner ton opinion et que tu reçois des commentaires qui sont vraiment virulents, comme on peut en avoir sur YouTube, tout de suite, t'as envie de rentrer dans ta coquille et de laisser tomber. Hein. Tu retiens plus facilement les 5 commentaires méga négatifs que t'as eu plutôt que les 1000 commentaires super positifs que t'as depuis le début de ta chaîne. Hein, ça, c'est clair. Mais si tu fais une comparaison, c'est pareil avec du code. Hein. Quand tu vas contribuer sur un projet libre, la seule différence, c'est que là, t'as ta tête sur la vidéo aussi, quoi. Donc forcément, tu deviens un peu plus peut-être public. Oui, après, l'avantage, c'est que je trouve que moi, les commentaires négatifs que j'ai eus, ils étaient très rarement sur la forme ou sur ma personne, ils étaient sur le contenu. Donc, j'ai pas eu d'attaque personnelle en mode regarde ce sale type, t'as vu sa tronche, ou alors des trucs du style ta vidéo elle est mal montée, c'est dégueulasse, c'est nul. C'est pas des trucs sur la qualité du travail, c'est des trucs sur l'opinion que je fournis. Et en fait, une critique sur ton opinion, bah c'est plus facile à ignorer, je trouve, parce que tu dis bah ok, le mec est pas d'accord, il sait juste pas dire correctement qu'il est pas d'accord, il sait pas exprimer son désaccord d'une manière normale et humaine, c'est pas gênant, ça arrive, c'est pas grave. C'est pas des trucs personnels. Donc tu le prends pas tant que ça personnellement, c'est pas vraiment vexant, c'est juste embêtant. À l'heure actuelle, t'es disponible sur quel média en fait ? Alors la chaîne principale, elle est sur YouTube évidemment, mais elle est aussi sur Peertube, sur l'instance tilvids.com. Pourquoi celle-ci ? Parce que c'est eux qui m'ont contacté en premier, ils voulaient republier certaines de mes vidéos, et puis au final, comme ils ont agrandi un peu le serveur, ils m'ont donné le contrôle pour synchroniser ma chaîne entière. Donc du coup, toutes mes vidéos sont sur Tilvids aussi, pour ceux qui préfèrent Peertube. Sinon, j'utilise Mastodon comme outil de communication. J'ai toujours mon compte Twitter pour éviter que quelqu'un en crée un avec le même nom, mais je l'utilise pas du tout parce que voilà, je trouve que Twitter c'est devenu assez médiocre. Et puis j'ai aussi le podcast qui est hébergé avec Castopod, qui est pareil du logiciel libre aussi, connecté aux faits divers avec le standard ActivityPub. Et je pense que c'est à peu près tout. Quelles ont été les grandes étapes du développement, un peu si tu prends un peu de recul, les grandes étapes du développement entre le moment où tu fais ta petite chaîne et maintenant où tu as quand même des vidéos qui ont plus de 150 000 vues? C'est plutôt une belle réussite, quoi. La moyenne des vidéos, c'est plutôt à la fin de la semaine 45 à 50 000 vues. Les 150 000, ça arrive, mais c'est plus rare. Après, ça reste très costaud pour du Linux et c'est surtout très constant. Donc ça, c'est agréable. Il y a rarement des vidéos qui font beaucoup moins, donc c'est chouette. Les grandes étapes, forcément la création de la chaîne. Je dirais l'étape où j'ai commencé à changer un peu le format, c'est-à-dire à montrer ma tête, à mieux écrire la vidéo, à scripter quelques blagues au milieu, quelques remarques un peu sympas, ou dire ce qui me passait par la tête au moment où je filme pour faire une petite pique, une petite blague. Ça a été un peu l'étape transformative et qui a permis à la chaîne de décoller un peu plus vite aussi, d'avoir un peu plus de personnalité. Après, je dirais le lancement du podcast, clairement aussi, qui a été un bon succès, puisque même si c'est pas un top quelque chose, c'est quand même 2000 écoutes par épisode en une semaine, donc c'est pas dégueu. Et puis, peut-être aussi l'étape monétisation, une fois que tu passes, alors à l'époque, je crois que c'était 10 000 abonnés et 4000 heures de vidéos vues, un truc comme ça, ou 1000 abonnés et 4000 heures de vidéos vues. Donc ça a été une étape sympa de se dire, écoute, mon truc est suffisamment intéressant pour les gens pour que je puisse commencer à gagner. Alors à l'époque, c'était 3 € par mois, hein, mais comme commencer à gagner un peu de sous, c'est un truc majeur. L'étape des 100 000 abonnés aussi, qui était l'étape où YouTube t'envoie une petite plaque, ça c'était cool, plutôt plaisant. Et puis là bientôt l'étape des 300 000 abonnés, je pense d'ici 2-3 mois on devrait passer ça. Donc c'est plutôt cool aussi. Mais ouais, on va dire ça va être les grands jalons, ouais. Tu fais tout seul ? Ouais. J'ai fait un test avec une agence de prod pendant mes vacances, là, en juillet-août. J'étais très très déçu. C'était très cher et la qualité de travail était pas... Enfin, les vidéos montées étaient propres, mais l'organisation derrière était vraiment en dessous de tout. Ils avaient 2 mois pour faire 4 vidéos. Les 3 dernières, on les a faites sur les 2 dernières semaines avant de les sortir. C'était lamentable. Vraiment pas organisé du tout, pas clair. Ils comprenaient pas les sujets qu'ils traitaient, ce qui, bon, ça je peux le comprendre, c'est Linux, c'est Techos, je peux comprendre qu'ils soient pas au point dessus. Pour l'instant, je reste tout seul. J'aimerais à terme peut-être embaucher quelqu'un pour m'aider sur le montage, mais ça serait forcément du freelance parce que j'ai pas les ressources financières pour embaucher quelqu'un et payer toutes les cotises qui vont avec.
et ça serait pas un boulot à temps plein, donc il faut que ça soit quelqu'un d'anglophone, j'ai envie de quelqu'un qui soit à Brest, pas quelqu'un qui soit à distance. Donc les contraintes sont fortes et pour l'instant, j'avoue que je me suis pas trop embêté à chercher. Mais à terme, j'aimerais bien parce que le montage c'est sympa, mais c'est la partie qui moi m'éclate le moins de la vidéo, donc du coup, et puis c'est pas la partie où je suis le meilleur non plus, donc trouver quelqu'un qui ferait ça serait cool. Est-ce que tu as une idée de qui est ton audience? Tu as un média qui est un média anglophone, donc je pense que déjà tu touches globalement le monde entier. Qui sont les pays qui écoutent le plus ton podcast? Alors, à peu près un quart à un tiers, c'est États-Unis. Et après, étrangement, c'est plutôt tout ce qui est Inde, Brésil, Allemagne, un peu Angleterre, France. C'est très éclaté. Une fois que tu passes les États-Unis et l'Inde, qui doivent faire à eux deux, je pense, quelque chose comme 40-45%, le reste est ultra éclaté par des petites tranches de 2, 3, 4%. Je pense que le sujet Linux fait aussi que ça touche beaucoup des pays qui ont des gros droits d'import sur certains trucs. Typiquement, quand tu veux importer un ordi avec Windows ou un Mac au Brésil, je crois que tu as des droits monstrueux, pareil pour l'Inde. Et du coup, utiliser un système gratos que tu peux installer, peut-être que ça te fait gagner un peu de sous. Donc je pense que ça touche un peu des gens dans ces pays-là aussi. Mais c'est très variable. À part les États-Unis, c'est très éclaté, ouais. Après, en tranche d'âge, on est entre 18 et 50 ans en moyenne. Pas beaucoup en dessous de 18 ans. Et les plus gros, c'est 25, les 25-40, quoi, à peu près. Sur l'Amérique du Sud, pour avoir travaillé sur un logiciel libre qui était très connu là-bas aussi, il y a des très fortes, beaucoup au Brésil, Équateur, etc. Effectivement, il y a une très très grosse culture du libre, ouais. Et c'est aussi un moyen pour eux effectivement d'être autonomes. Et donc ils sont très très intéressés par tout ce qui est libre. D'ailleurs, si tu regardes sur YouTube, la plus grosse chaîne qui parle de logiciels libres et de Linux, c'est Dio Linux, qui du coup parle en portugais et qui est, je crois qu'ils sont à 700 000 abonnés, un truc comme ça. Ils sont massifs, vraiment énormes, et ça m'étonne pas. Si je prends un peu ta ligne éditoriale, j'ai l'impression, vu de loin, qu'il y a des sujets qui reviennent un peu régulièrement, qui sont le gaming. Donc je suppose que tu dois être un gamer. Oui, absolument. Sous Linux seulement, du coup, enfin à part une PS5. Je joue, d'ailleurs j'ai fabriqué ma propre, on va dire console de jeu, mais ça reste quand même une grosse tour, même si c'est pas une tour format maxi, qui tourne sous SteamOS du coup, donc le même OS que le Steam Deck, parce que voilà, moi j'ai envie de jouer, mais j'ai envie de jouer sous Linux, et puis si le jeu il tourne pas sous Linux, même avec Proton, j'y joue pas, et ça règle le problème. De toute façon j'ai pas le temps de jouer à tout, donc c'est pas vraiment un souci. Mais ouais, je joue pas mal, ouais. Moi, je trouve ça cool parce que moi qui suis pas du tout un joueur, en fait, en écoutant tes podcasts ou d'autres médias en ligne, mais ça donne une idée un peu de ce qui se passe et je trouve ça vraiment très intéressant. Parmi les autres sujets, donc t'as quoi? T'as les distros, beaucoup aussi. Ouais. Tout ce qui est graphique ces temps-ci avec Wayland, etc. C'est quoi en fait les sujets, on va dire un peu tes sujets fil rouge, ou alors tes sujets un peu coup de cœur, les trucs dont t'as vraiment envie de parler? Moi, les trucs sur lesquels je trouve que je suis le plus pertinent, le plus intéressant, c'est tout ce qui est graphique. C'est vraiment juger un peu l'expérience graphique, que ça soit sur KDE, sur GNOME, sur n'importe quel autre bureau, et l'expérience graphique de certaines applications, en mode est-ce que c'est vraiment utilisable, ou est-ce que ils prennent des décisions en mode on pense que c'est mieux pour les utilisateurs, mais au final, si tu réfléchis vraiment, c'est pas le cas. C'est un peu ça l'objectif. Après, moi, j'aime bien aussi mettre un peu les mains dans le cambouis, mais sur tout ce qui touche vraiment à l'interface graphique. Moi, parler du serveur Linux et de la ligne de commande, c'est pas mon truc. Je m'en sers de la ligne de commande, je trouve ça très bien, c'est très intéressant, mais c'est un outil, c'est pas une passion. Donc je pense pas que je ferai un jour toute une série de vidéos sur le tuto Linux, ligne de commande, un truc de 5 heures, le manuel complet, machin. C'est pas mon truc. Si je peux en parler parce qu'il y a des trucs intéressants à faire avec, je le fais. Mais moi, je reste vraiment sur tout ce qui est graphique, que ça soit appli, environnement de bureau, distro, etc. T'as des contacts, par exemple, avec des gens de GNOME ou des gens de KDE GNOME, pas tant que ça. J'en ai eu un peu pendant un moment, et je sais que j'ai accès à certaines personnes. Si je leur pose une question, ils m'avaient dit qu'ils seraient dispo. Alors, j'ai pas eu besoin pour l'instant, mais si j'ai besoin, ils peuvent être dispo. Et pour KDE, j'ai été en contact pas mal avec Nate Graham, qui est la personne qui fait les posts hebdo sur ce qui se passe de nouveau dans KDE, que j'utilise souvent d'ailleurs dans mes vidéos d'actu. Parce que j'avais été contacté pour venir faire une petite présentation à KDE Academy. Ça a malheureusement pas pu se faire 2 années de suite parce qu'à chaque fois j'avais soit un mariage, soit mes vacances qui tombaient au milieu. Mais c'est toujours dans les cartons. Et puis je parle un peu aussi à Nicolo Venerandi, qui est un des développeurs KDE aussi, qui a sa chaîne YouTube aussi d'ailleurs, et Peertube, avec qui je suis en contact fréquemment aussi. Donc j'ai quelques contacts. Après c'est pas... Je sais que si j'ai besoin de poser une question, je devrais pouvoir réussir à trouver quelqu'un qui me répond en tout cas. Des sujets que t'abordes pas, ou qui t'intéressent pas, ou que tu veux pas aborder?
Il y en a pas tant que ça où je suis vraiment réfractaire absolument. Après, c'est plus aussi qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Je sais qu'il y a des thématiques. Voilà, quand je parle, j'ai fait quelques vidéos par exemple sur les NAS. Bon bah ça c'est des sujets qui cartonnent pas. Hein. Ça reste un truc un peu. C'est une niche dans une niche. C'est pas des trucs qui cartonnent. Ça veut pas dire que ça m'intéresse pas, mais je suis moins à fond dessus. Tout ce qui est test de matériel, j'en fais, même si je sais que ça marche pas super, mais parce que ça j'adore faire. Je trouve que c'est des vidéos qui sont super intéressantes à faire. Même si le nombre de vues est rarement hallucinant, sauf si tu fais un titre super clickbait, sinon c'est compliqué, mais ça j'aime bien faire. Non, après des sujets que je m'interdis de faire ou que j'aime pas faire du tout, il y en a pas beaucoup, il y a pas vraiment de domaine que j'aime pas. Tout ce qui est confidentialité et sécurité, j'en fais un peu, mais je suis toujours un peu frileux parce que bah là c'est pareil, c'est une communauté qui est ultra dure. Les commentaires sont ultra durs. Tout le monde a des opinions méga tranchées là-dessus. Ils te feront remarquer le moindre truc où ils sont pas d'accord, même si les deux opinions sont valides. C'est une communauté qui est dure à interagir avec. Donc j'en fais pas tant que ça, mais j'en fais un peu. Tu fais pas trop de vidéos sur tout ce qui va être Linux sur les smartphones? Alors pas trop parce qu'il faut que j'achète. J'ai envie parce que ça marche bien en plus. Le peu de fois que j'en ai fait j'avais fait Ubuntu Touch, GNOME Mobile et KDE Mobile. J'avais fait sur le PinePhone qui malheureusement en termes de hardware est vraiment pas terrible. Tout était très lent et c'était très compliqué à filmer parce que du coup ça ramait beaucoup, ça donnait vraiment une image très négative du truc. Et par contre apparemment il y a quelques smartphones qui maintenant commencent à être vraiment bien supportés, je crois chez OnePlus, des vieux OnePlus notamment, ou quelques Pixels. Donc il faut que j'investisse et que j'en achète un et que je refasse un tour dessus. C'est pas par manque d'envie, c'est par manque de matériel. C'est juste faut que je prenne le temps et l'argent pour commander ça. Ouais. Quels sont tes médias de référence pour faire ta veille? Alors moi j'utilise les flux RSS parce que c'est pour moi la meilleure technique si tu veux vraiment choisir ce que tu regardes et ce que tu écoutes par rapport à laisser un algo te recommander des trucs, ce qui est ironique pour quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Mais important à savoir, tu peux aussi juste copier-coller l'URL d'une chaîne YouTube en tant que flux RSS pour le mettre où tu veux, donc t'es pas obligé de suivre le flux d'abonnement sur YouTube. Mon fichier RSS, il date de 2006, il a été mis à jour depuis 2006 bien sûr, mais je l'ai créé en 2006 et j'ai continué à accumuler des trucs dessus depuis. En fait, c'était le fichier par défaut qu'il y avait dans le lecteur RSS qui s'appelait Liferia, qui était fourni par défaut à l'époque dans Ubuntu. Et du coup, je continue à suivre une grosse partie de ces blogs-là, notamment OMG Ubuntu et OMG Linux pour des petites actus sur pas mal d'applis et de nouveautés qui sortent. Gaming on Linux pour tout ce qui est vraiment gaming. Phoronix pour tout ce qui est benchmark et nouveautés sur le kernel, Wayland et autres bêtises. Et après, il y a beaucoup d'autres trucs, des petits blogs, Linuxiac, 9to5 Linux, il y a beaucoup de choses. Tu suis des choses comme Hacker News, Slashdot, ce genre de choses ou pas? Slashdot un peu, mais il y a beaucoup de déchets du coup, parce qu'il y a beaucoup, c'est très large quoi. Donc quand j'appelle ça du déchet, ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire que ça correspond pas à ce que je recherche dans ma veille. Hacker News pas trop parce que ça spam un peu en termes de volume, donc j'ai un peu arrêté. Par contre Slashdot, ouais, sur certains thèmes particuliers, ouais, je regarde un peu aussi, ouais. Mon flux Mastodon a été pollué par Hacker News. Ouais, je crois que j'ai arrêté de follow aussi parce que justement il y en avait 14 par heure et ça commençait à être compliqué à suivre. Ouais. En termes de format, est-ce que tu as essayé toi-même de faire des live Twitch, par exemple, pour interagir avec ta communauté? J'y pense depuis longtemps. J'ai pas trouvé le truc d'organisation qui fait que je suis vraiment motivé. J'avais pensé faire juste un truc questions et réponses pendant une fois par mois, un truc comme ça où n'importe qui peut venir. Le problème c'est que j'ai pas de modérateur, j'ai pas encore fait et j'avoue que j'ai un peu la trouille du coup de me lancer en me disant si jamais il y a, je dis n'importe quoi, mais 3000 personnes ou 4000 personnes qui se pointent en même temps, parce que vu mon nombre d'abonnés, ça pourrait, ou même 1500 personnes, comment je modère un chat tout seul là-dessus, comment je lis les réponses et les questions, comment j'arrive à interagir. Si je lis qu'une liste de questions prévues à l'avance, c'est pas interactif, donc ça marche pas. Mais si je lis que le chat, ça va aller vite, ça va être compliqué. Donc j'ai pas trouvé le format. J'avoue que j'ai un peu, surtout la trouille de me lancer. Faudrait que j'en fasse un pour tester. Et puis si c'est bazar, dire tant pis les gars, ça va être bazar. Et puis tant pis parce que je suis pas encore organisé. Mais il faudrait que je me lance. C'est un truc que j'ai envie de faire, mais que j'ai pas encore fait. Ouais. Après, ça sera probablement sur YouTube plus que sur Twitch, parce que je vois pas trop l'intérêt d'essayer de déporter mon audience sur une autre plateforme actuellement. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton modèle économique actuel, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu arrives maintenant à vivre de pouvoir faire des actualités, des tests autour du logiciel libre sur YouTube, en fait? Très clairement, c'est les sponsors. Avec la pub YouTube, je pourrais à peu près réussir à me dépatouiller. Une fois que t'enlèves tous les impôts et tout, je devrais pouvoir me verser peut-être un SMIC avec peut-être un tout petit peu moins que ça. Donc ça, vu que je vis frugalement, ça devrait pouvoir passer.
mais c'est les sponsors surtout. Patreon, qui a pas mal augmenté aussi. Patreon, les donations, LiberaPay, etc. Ça a pas mal augmenté et ça commence à peser un peu maintenant dans le volume. Mais sinon, c'est surtout les sponsors, ouais, parce qu'en fait, ça rapporte quand même beaucoup plus que de la pub YouTube, vu que forcément, c'est une pub qui n'est pas ad bloquable. Tu peux la sponsor bloquer, mais tu peux pas utiliser adblock pour la dégager. Et j'essaie de mettre un point d'honneur à toujours avoir des sponsors qui sont vraiment en très forte corrélation avec ce dont je parle. Soit c'est des logiciels open source dont je parle, il y a Thunderbird, il y a Safing, des trucs comme ça qui sont des logiciels open source. Soit c'est des trucs en rapport avec la sécurité, la confidentialité, qui ont une bonne réputation, que j'utilise moi-même ou que j'utiliserais si j'avais le besoin, ce serait ce truc-là que je choisis. Je dis non à 99% des demandes et ceux que je garde, du coup, sont vraiment bien et restent sur le long terme parce que ça marche vu qu'il y a une bonne congruence. Et c'est ça vraiment qui permet d'en vivre, c'est les sponsors qui font passer le côté tu pourrais survivre avec la pub YouTube, mais t'auras vraiment le stress au ventre tous les mois. Ouais, tu peux en vivre et c'est ok, quoi. Sur ton site, dans la page éthique, effectivement, tu parles un peu de ce côté. Je cherche des sponsors, mais je cherche des sponsors sur éthique et sur le long terme, en fait. Je préfère ne pas avoir de sponsor sur une vidéo que d'avoir pris Red Shadow Legends, quoi, quitte à choisir. Voilà, je veux pas mettre des trucs pourris. J'ai eu des demandes pour des trucs qui avaient aucun rapport. Ou je dis pourri, ça veut pas dire que le produit est pourri, mais ça a aucun rapport avec ce que je fais. Je l'utiliserai jamais moi personnellement. Voilà, je vais pas commencer à faire de la pub pour un service qui t'envoie tes repas à domicile, pour des trottinettes électriques, pour une chaise de gamer. Voilà, ça a rien à voir avec mon contenu. Pour moi, c'est pas intéressant et du coup, tu gâches le temps des gens en leur parlant de ça. Alors que quand je te fais un sponsor sur Thunderbird ou sur un outil qui permet de gérer ta vie privée sur Linux qui est open source ou sur OnlyOffice à l'époque, qui est une suite Office open source, je me dis ok, ça peut ne pas t'intéresser, tu peux passer, mais ça reste en parfaite adéquation avec ce dont je parle régulièrement. Donc du coup, j'ai pas l'impression de te faire perdre ton temps. Toi, tu ne démarches pas, c'est les gens qui te démarchent ? Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de démarcher, c'est plutôt les autres qui sont venus me voir. Après, moi, ça me convient très bien. Et après, je sais que si, par exemple, j'ai un trou, qu'un sponsor me lâche, il y en a plusieurs qui m'ont déjà contacté, qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Je leur ai dit que pour l'instant, j'avais pas de place, mais que le jour où j'en avais, je les recontacterais. Donc, j'ai un pool, entre guillemets, de sponsors que je peux relancer derrière s'ils sont toujours intéressés et qui, pareil, sont dans les mêmes critères de choix, voilà, où je sais que c'est des entreprises qui sont globalement propres, où il n'y a pas de casseroles. S'il y a des casseroles, ça s'en va. Et puis, voilà, c'est des trucs propres. T'as un pool fini d'annonceurs, en fait. Pour l'instant, oui. Après, si jamais vraiment ça devient galère, que tous les sponsors que j'ai, ils décident que ça fait suffisamment d'années qu'ils sont là et qu'ils trouvent plus leur compte, ça peut arriver. Ou que la chaîne, je sais pas, finalement YouTube arrête de la mettre en avant, je fais plus de vues, les gens arrêtent de regarder et que les sponsors s'en vont. J'ai un pool de sponsors que je peux contacter. Et puis, s'il y a plus de sponsors, il y a plus de sponsors. À la place, je dirais aux gens, il y a plus de sponsors. Du coup, si vous voulez me permettre de continuer à faire autant de vidéos, c'est Patreon. Il y a quelques bonus là-bas et voilà. Et puis on verra si ça fonctionne. Hein. Et puis si ça fonctionne plus, je trouverai un autre boulot. C'est pas grave. En t'entendant parler, tu montres qu'il est possible, en faisant du travail de qualité, de pouvoir vivre d'être créateur de contenu sur du logiciel libre. T'as fait un choix fort dès le départ, qui est par exemple celui que j'ai pas fait moi, qui est de le faire en anglais dès le départ. Oui. Ça, c'est sûr que ça aide. Je pense que si ma chaîne était purement francophone, j'aurais pas le nombre d'abonnés et le nombre de vues, clairement. Hein. La population francophone est importante dans le monde, mais pas autant qu'anglophone, bien sûr. Est-ce que tu as des contacts avec d'autres YouTubers ou d'autres créateurs de contenu sur logiciel libre ? Est-ce qu'il y a une communauté Moi, j'ai été pendant un moment pas mal en contact avec Jason Evangelo, qui faisait Linux for Everyone, qui a arrêté maintenant, qui est parti, il bosse pour Thunderbird maintenant. J'ai été en contact un peu avec Gardiner Bryant aussi pendant un moment, avec Liam de Gaming on Linux. J'ai pas mal d'interactions avec Brody Robertson, qui a sa chaîne aussi sur YouTube, puisque j'apparais de temps en temps sur son podcast Tech Over Tea aussi. Et j'ai discuté un peu aussi avec TechHut, qui est pareil aussi très Linux, logiciel libre, un petit peu plus ouvert sur tout ce qui est Windows et tout, mais pareil très très là-dedans. Après, je dirais pas que c'est une communauté. En tout cas, si c'est une communauté très récurrente, moi je suis pas impliqué de manière très récurrente. Mais par contre, on interagit assez facilement sur Mastodon, des trucs comme ça, et on s'invite assez facilement dans des podcasts ou dans des choses comme ça. Ça arrive. Ouais. S'il y a une sorte de Discord ou de serveur où tu parles avec que les créateurs de contenu Linux, moi je suis pas dedans, mais peut-être que ça existe.
Ça vous arrive effectivement d'apparaître sur une autre chaîne ou d'apparaître sur un autre podcast Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'ai déjà fait quelques vidéos avec, du coup, Nicolo Venerandi. Je crois que j'ai été 2 fois chez Brody Robertson. J'ai fait quelques autres podcasts aussi. Donc, ouais, ça tourne un peu, ouais. Ça tourne un peu quand même. On interagit les uns les autres quand il y a des sujets cool, ouais. Qu'est-ce qui te motive à travailler en fait sur ces formats vidéo, par exemple? Oh bah c'est parce que c'est mon hobby de geek. Je pense que je jouerai toujours avec Linux, même si demain la chaîne s'arrêtait ou que je me lassais, je continuerai à utiliser Linux de toute façon sur mon ordi et je continuerai à bidouiller dessus. Donc c'est un peu une passion que j'ai envie de partager, tout simplement. Moi, j'utilisais même Linux dans mon boulot quand je pouvais. Hein. Dans les grosses boîtes, on me laissait pas installer ce que je voulais, donc j'étais sur Windows. Mais dès que je suis passé en startup, j'ai collé un Linux sur mon ordi et j'ai bossé qu'avec des outils libres, en très grande majorité des outils libres et Linux. C'est mon hobby, c'est mon truc, j'aime ça, et j'ai envie de le partager, j'ai envie que les gens découvrent ça. Et puis, j'avoue, il y a un peu ce côté aussi lassant et rageant du mec qui te fait un petit commentaire en passant en mode de toute façon Linux c'est pas prêt et il s'en va. Et en fait t'es là, bah si, c'est prêt en fait, c'est prêt, c'est prêt depuis 10 ans en fait. C'est juste que tu sais pas de quoi tu parles parce que tu l'utilises pas, ou alors c'est pas prêt pour ton cas particulier. Et t'as envie de corriger un peu cette perception très négative que les gens peuvent avoir que moi j'avais rencontré quand j'ai commencé à utiliser Linux. Mes potes m'ont regardé avec des yeux comme ça en me disant mais tu vas péter ton ordi, t'es un hacker, tu vas te faire arrêter par la police. Ils avaient vraiment des images genre c'est un truc pour les pirates quoi. C'est pas bien, ça va faire cramer ton ordi, t'es fou. Il y avait vraiment une image bizarre quoi. Et j'ai envie de casser cette image et de faire comprendre aux gens que bah oui ça demande un peu plus d'investissement personnel mais par contre c'est parfaitement utilisable et c'est un univers qui est sympa si t'aimes les ordi. Et puis tu reprends un peu le contrôle de ce que tu fais. Tu reprends la main sur ce que tu utilises, sur comment ça marche, sur qui te suit, sur tes données. Enfin, il y a un aspect vie privée, il y a un aspect contrôle, il y a un aspect communauté, il y a un aspect puissance aussi de ce que tu peux faire sur ton système, de ce que tu as le droit de faire avec ton système, qui est super important, je trouve. Il y a un sujet dont j'ai parlé avec dans mon tout premier podcast avec le créateur d'un outil qui s'appelle Dolibar, qui est un ERP. On en a parlé un peu à l'époque parce qu'il avait créé il y a longtemps un outil avant Google Analytics qui s'appelait AWStat pour faire de la statistique. Et en fait, on parlait avec lui de la notion de don. Et en fait, du fait que la plupart de ces dons venaient des anglophones et que les seuls francophones qui donnaient, c'était des Québécois. Est-ce que, si tu vois sur Patreon, est-ce que effectivement c'est aussi majoritairement des anglophones ou est-ce que ça représente en gros, on va dire ton audience, les gens qui donnent? Eh ben, je saurais pas te dire du tout parce que la plupart des gens qui donnent c'est sous un pseudo et je serais incapable de te dire si le pseudo est francophone ou pas. Tout le monde interagit dans mes commentaires en anglais la majorité du temps. Certains m'envoient des petits messages perso en français. Je sais qu'il y a des Français ou en tout cas des francophones puisque j'en ai pas mal qui interagissent, mais te donner une répartition, je saurais pas te dire du tout, ouais. C'est un sujet que j'aimerais bien traiter parce que je le trouve assez intéressant pour l'avoir vécu professionnellement quoi, sur un logiciel où il y avait des dons et qu'en fait il y avait c'était majoritairement francophone, il y avait assez peu de dons et j'aimerais bien comprendre pourquoi en fait qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est vrai d'abord ou pas, donc je sais pas. Enfin bref, c'était ça je saurais pas te dire, j'ai pas la stat ou alors si elle y est sur Patreon, je suis jamais allé regarder mais je pense pas qu'ils te disent la provenance géographique, ouais. Quels sont un peu les défis qui t'attendent quoi? Qu'est-ce qui t'attend, les gros trucs qui t'attendent pour le futur? Est-ce qu'il y a des trucs comme là on parlait potentiellement de faire des lives? Est-ce qu'il y a d'autres grosses choses sur lesquelles tu travailles ou tu as envie de travailler? Bah pendant un long moment, j'avais dans l'idée de lancer peut-être une chaîne plus tech généraliste et finalement l'idée m'est un peu sortie parce que c'est déjà tellement couvert par des gros trucs que je vois pas ce que j'apporterais qui serait mieux ou plus intéressant que qui que ce soit d'autre. Pour l'instant, j'ai pas tant que ça de gros projets. Oui, j'ai envie de développer un peu de live stream. Et puis, l'autre projet, ce sera vraiment de trouver quelqu'un pour m'accompagner sur le montage, pour pas forcément faire plus de vidéos, mais peut-être dégager plus de temps libre ou mieux travailler chaque vidéo, plus de temps pour la recherche, plus de temps pour le script, faire des trucs plus propres. Peut-être avoir quelqu'un qui m'aide à filmer différemment aussi pour être moins statique devant la caméra. Et c'est peut-être essayer d'augmenter un peu la valeur de prod de chaque vidéo. Mais pour ça, il faut que j'ai quelqu'un qui m'accompagne parce que tout seul, je pourrais pas le gérer. J'ai pas les compétences et j'ai pas le temps. Mais là, entre le podcast et 3 vidéos par semaine, je suis déjà au taquet. Plus l'administratif parce que forcément, quand t'as ta boîte, t'as des trucs à faire. Mais même quand t'es tout seul. Donc, ce serait plutôt ça les jalons. Après, là, on va dire le vrai défi, c'est de réussir à pérenniser ça parce que YouTube, c'est un peu instable, hein. Tu sais jamais si demain ils décident qu'en fait parler de Linux c'est du logiciel libre, on s'en fout, et qu'ils ont envie de faire que du contenu court et que le contenu long en fait ça commence à être complètement dépriorisé. Bah ma chaîne va partir à la poubelle, hein. Donc
essayer de pérenniser ça, essayer de peut-être dépendre de moins en moins du nombre de vues des vidéos, mais plutôt des gens qui les regardent. Voilà, c'est un peu ça le défi. Ouais. Essayer d'être moins dépendant d'une plateforme comme YouTube et d'être plus dépendant d'une audience entre guillemets, et que même s'il y a moins de vues, bah les gens qui regardent en tout cas contribuent, ou voilà, ce sera plutôt ça la transition qu'il faut essayer d'amorcer, je pense. C'est la notion de communauté en fait. Oui, c'est ça, c'est de basculer de moins en moins sur je dépends de la pub YouTube et de plus en plus sur mettre en avant Patreon et tout. Le truc c'est que moi personnellement, je me vois pas dire aux gens voilà un sponsor, et voilà Patreon, et voilà le sponsor de la fin de vidéo, parce qu'au bout d'un moment t'as vraiment l'impression de quémander en permanence et d'emmerder le monde. Donc le passage vers cette donation-là, ça se fera au fur et à mesure que des sponsors disparaissent de la chaîne et que je déciderai de pas les remplacer pour à la place dire aux gens, voilà, j'essaie de pérenniser le modèle, pour ça j'ai besoin de vous, et du coup, petit à petit, je vais être moins dépendant d'entreprise et de YouTube, et je vais être plus dépendant de vous qui regardez, quoi. C'est quoi ta semaine type ? C'est très structuré. Le lundi, c'est le petit Patreoncast, puisque je fais un petit podcast exclusif pour les gens qui contribuent sur Patreon et sur YouTube Members. Donc ça, c'est ça. Plus l'écriture du script du mardi, et en général, je le filme et je monte ce que je viens de filmer. Le mardi, c'est montage. Le mercredi, c'est préparation du script suivant, film et pré-montage. Le jeudi, c'est montage. Le vendredi, c'est décortiquage de toutes les actus, écriture du script d'actu, enregistrement du podcast audio. Et le samedi, c'est montage de la vidéo d'actu. Et le dimanche, en général, c'est repos. Sauf si j'ai tout décalé d'un jour parce que j'avais la flemme à un moment. Et dans ce cas-là, tout est décalé au dimanche et je travaille tous les jours. Ça dépend. En général, j'essaie de travailler que 6 jours sur 7, mais ça dépend des semaines. T'as jamais pensé à faire, par exemple, des interviews ? Avec tous les gens que tu as rencontrés ou les sujets hyper intéressants, je pense typiquement à des gens, je sais pas, des gens de KDE, des gens de GNOME, des gens. Alors, j'en ai fait une ou deux sur la chaîne pour Alma Linux, pour quelques trucs comme ça. J'en ai fait un dans le podcast avec Tuxedo, qui est un de mes sponsors principaux, où je voulais montrer un peu ce que les gens faisaient. Parce qu'il y a toujours cette image de ils prennent un châssis type de chez Clevo, ils installent Linux et ils revendent ça, sauf qu'en fait ils font beaucoup plus, ils contribuent aussi au développement de pilotes, etc. Donc il y a du boulot. Donc je voulais montrer un peu ça. Et puis sinon pour l'instant non, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire quelques interviews, plutôt dans le podcast probablement en termes d'épisodes spéciaux. Mais c'est un peu plus de boulot à travailler. Pour l'instant, j'avoue ne pas forcément avoir le temps libre pour le faire, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire, ouais. Moi, c'est un format que j'aime bien, c'est ce qui m'a motivé à faire ça, c'est d'avoir le temps long, quoi. Ouais, et puis c'est plus dynamique aussi, je trouve, à écouter pour quelqu'un que moi qui monologue sur 45 minutes d'actu, faut avoir envie quand même, quoi. C'est pas un truc aussi dynamique que si t'interagissais avec quelqu'un qui réagit sur chaque sujet. Donc c'est vrai qu'une interview, ça apporte ce petit côté un peu jeu de questions-réponses qui est plus agréable. Ouais. T'as pas essayé pour l'instant de travailler l'aspect communautaire comme je sais pas, il y en a qui font des serveurs Discord ou d'autres choses, quoi. Alors j'ai un serveur Discord, le truc c'est que j'ai pas forcément trop envie de rameuter 10 000 personnes dessus parce que j'ai pas envie que ça devienne une galère à maintenir et tout. On sait très bien que ça peut vite dériver avec des gens bizarres si tu commences à les... En fait, t'es obligé d'être extrêmement strict. Et du coup, plus t'as de gens qui viennent et qui se font ban parce qu'ils tentent des blagues un peu nulles, des trucs un peu racistes, un peu limite, mais c'était pour rire, mais en fait c'est pas très drôle. Du coup, si tu les dégages, tu commences à te faire une réputation de cancel culture, je sais pas quoi. Si tu les dégages pas, tu te fais une réputation d'extrémiste bizarre. Du coup, j'ai pas envie qu'il y ait 12 millions de personnes. La manière dont le serveur fonctionne actuellement est très stricte, très modérée, et elle me convient bien. Et puis, il y a aussi le sujet que j'ai pas forcément trop le temps d'y passer, j'y suis pas souvent. Du coup, ça m'embête d'envoyer plein de monde dessus et que je sois pas forcément là pour interagir avec eux. C'est peut-être pas ça que les gens attendent. Donc, là encore, quand j'aurai libéré plus de temps, pourquoi pas essayer de le faire grossir un peu plus. Il y a déjà pas mal de monde dessus et des modérateurs super efficaces. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie trop de le promouvoir à fond parce que plus tu grandis et plus c'est dur à gérer. On arrive sur la fin de l'interview. Habituellement, je fais une tribune libre, en fait. Si tu as envie de faire passer un message avant qu'on conclue, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditrices et aux éditeurs du podcast Projet Libre ? Moi, j'ai beaucoup parlé de Linux, mais pas forcément beaucoup de logiciels libres spécifiquement, même si Linux est inclus dedans. Après, moi, le message, c'est... je vais le raccrocher à une vidéo que j'ai faite la semaine dernière, qui est justement des alternatives open source ou logiciels libres, puisque la différence a quand même son importance, à des applis assez populaires, type Obsidian, Notion, des trucs comme ça.
En gros, c'est de dire qu'il faut pas se décourager, surtout quand t'es intéressé par le logiciel libre. Des fois, tu peux avoir l'impression qu'on a toujours un peu de retard, qu'on n'a jamais l'idée avant les autres. Enfin, en tout cas, pour tout ce qui est, on va dire, logiciel utilisateur avec interface graphique, parce que pour tout ce qui est serveur, on sait qu'on est globalement au-dessus. Pour tout ce qui est interface graphique, remplacer des outils propriétaires par des outils libres, c'est pas toujours évident. Mais moi, dans mon expérience, en tout cas, à moins d'être un pro absolu d'un outil dont tu dépends pour ton boulot, il y a toujours une alternative disponible qui fait le taf. Ça va te demander de réapprendre quelques trucs, ça va te demander de changer un peu tes habitudes, ça va te demander de migrer tes données, d'accepter certaines fonctionnalités qui sont remplacées par d'autres, mais c'est toujours possible. Si c'est une vraie volonté, tu trouves toujours un truc qui te permet de faire le taf que tu faisais avant. Là encore, mon workflow et mon revenu dépendent absolument de cet outil-là et j'ai pas le choix. Globalement, tu vas toujours trouver une alternative, que ça soit Obsidian, Notion, que ça soit si t'es pas un utilisateur pro de Photoshop mais que tu t'en sers juste pour retoucher tes photos de famille, voilà. En mettant le temps et l'énergie, tu trouves toujours un truc qui marche. Et maintenant, le boulot de gens comme toi et moi, hein, c'est de faire en sorte de montrer ces alternatives, d'expliquer comment elles marchent et qu'est-ce qui manque encore, et puis aussi d'être honnête sur leur capacité à remplacer les outils propriétaires auxquels les gens sont habitués, parce que là encore, balancer quelqu'un en lui disant tu utilises Photoshop, utilise GIMP à la place, et le laisser comme ça sans aucun tuto ni accompagnement, c'est la recette assurée pour qu'il le désinstalle en 10 minutes. Ça, c'est clair. Il faut être honnête et dire ok, c'est pas du tout comme ce que tu connais. Par contre, ça peut faire les mêmes choses. Pour ton cas d'utilisation, c'est sûr que ça fait la même chose. Faut juste prendre le temps de découvrir comment ça marche. Et non, tu peux pas copier-coller tes raccourcis que tu connais, ni ton workflow, parce que c'est pas une copie du logiciel que tu connais. Mais c'est ce côté, faut réussir à trouver la ligne entre oui, c'est possible et c'est pas si compliqué que ça, mais en même temps, soyons réalistes, ça demande un peu d'apprentissage et il va falloir que tu réapprennes des trucs que tu sais déjà faire. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui parle de Mastodon, tu vois. Oui, exactement. Ouais, c'est facile de dire Twitter c'est pourri maintenant, va sur Mastodon. Sauf que pour comprendre le concept des serveurs, le concept des instances, le concept de ton flux local et de ton flux global, le concept du fait qu'il n'y a pas vraiment de DM mais que tu peux faire quand même des DM, c'est pas la même chose. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la même plateforme, c'est pas pareil. Donc, faut réapprendre des trucs, quoi. Pareil avec LibreOffice, pareil avec GIMP, avec Krita, peu importe ce que tu utilises, il faut que tu réapprennes quelque chose, quoi. J'ai inclus une dernière question que j'avais pas mis mais qui vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a un projet ou une actualité, un truc qui t'excite beaucoup, vraiment que tu suis avec grande attention dans le monde du logiciel libre? Là, en ce moment, c'est Plasma 6, KDE 6, quoi. Parce que je viens de passer sur KDE pour un nouveau setup que je suis en train de monter où j'utilise plus qu'un seul ordinateur portable qui remplace à la fois mon ordi de bureau, enfin ma tour et mon ordi portable. Plasma 5, c'est cool, mais avec Wayland et Nvidia, c'est vraiment pas le paradis par rapport à GNOME qui supporte ça très très bien. Et du coup, j'attends avec impatience Plasma 6 qui, de ce que je vois, va corriger la très grande majorité de tous ces bugs et de tous ces soucis et rajouter un paquet de fonctionnalités vraiment cool. Donc là, c'est le truc que je suis avec impatience. Et après, moi, j'ai toujours mon œil sur la migration vers Wayland parce que j'en ai ras-le-bol de X11 qui est complètement plantogène, supporte rien. Si tu veux faire du multimoniteur, de la V-Sync, de la mise à l'échelle fractionnelle, des bêtises comme ça, c'est vraiment un désastre. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se débarrasser de ce vieux bousin. Mais pour ça, il faut que Wayland soit capable de supporter la grande majorité. C'est pas encore le cas. Donc c'est un truc que je suis avec impatience aussi. Mais c'est déjà pas mal. On va dire que c'est les trucs que j'utilise au quotidien, donc c'est les trucs qui m'intéressent le plus. Après, j'ai toujours mon œil sur les logiciels de montage vidéo open source aussi, puisque pour l'instant, j'utilise malheureusement DaVinci Resolve, qui est très bien, mais qui est propriétaire. J'ai utilisé Kdenlive pendant un long moment, mais qui malheureusement n'a pas support de l'accélération avec le GPU, ou en tout cas, c'est tellement expérimental que ça marche pas vraiment. Et je regarde un peu ce qui se fait avec Olive, Shotcut et Kdenlive, en espérant et en salivant un peu à l'idée de pouvoir remplacer un jour Resolve par tout ça. Ça serait assez sympa. Très cool. Écoute, on arrive à la fin de l'entrevue. Je vais te remercier, Nico, beaucoup. Je dois avouer que ça fait très bizarre de t'entendre parler français alors que normalement j'étais en anglais dans mes oreilles. Forcément. Oui, forcément. J'espère que ça aura aussi plu aux personnes qui te connaissent pas. Pour te retrouver, c'est le site internet, la chaîne YouTube, le podcast. Et quelle est la meilleure manière de te contacter? C'est quoi? C'est Mastodon? C'est les emails? Ouais, Mastodon, c'est bien. Mon nom d'utilisateur, ça doit être @thelinuxexp, @mastodon.social, je pense, un truc comme ça. Sinon, email à nick@thelinuxexp.com, ça marche aussi très bien. Ou un commentaire sous une vidéo, YouTube, peu importe. J'essaie de tout lire. Je réponds pas forcément à tout, mais j'essaie de tout lire. Super. Écoute, merci beaucoup.
J'écoute très très régulièrement, moi j'écoute tous tes podcasts et que j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à lire ton site et à lire cette page Ethics sur laquelle on apprend plus sur toi. Et pour moi, c'était important de mettre ça parce que je trouve que quand tu dis que t'es youtubeur, les gens ont tout de suite une image un peu dégueu du mec qui est là pour prendre ta thune, qui fait un peu tout et n'importe quoi, qui dit des conneries mais qui les corrige jamais, qui se fait sponsoriser par tout et n'importe quoi et qui s'en met plein les poches en s'en foutant de son audience. Et moi, c'est pas comme ça que je gère ma boutique et je voulais juste l'expliquer pour que les gens s'attendent aussi à quelque chose de. Je pense que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne savent pas du tout que cette page existe, mais en tout cas pour ceux qui sont tombés dessus, ça leur donne un meilleur contexte. Voilà, écoute, le mot de la fin, je vais rappeler à tout le monde que si ça vous a plu, cet épisode de podcast, surtout partagez-le et parlez-en autour de vous. On voit que Projet Libre est un podcast de personnes qui font du logiciel libre parce que la majorité des personnes qui viennent passent par un navigateur qui est Firefox et par un lecteur de podcast qui est AntennaPod. Ce qui, je pense, si on compare à d'autres podcasts, ça doit pas être du tout la même chose. Ça doit pas être ça. Je pense que même sur le mien, ça doit pas être ça, oui. À la prochaine pour un nouvel épisode. Il y a des choses très très cool qui vont arriver, dont certaines qu'on a évoquées ce soir, où j'ai des interviews qui vont arriver bientôt. Donc à bientôt. Merci Nico et puis à une prochaine. À plus.